La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bienvenue pour 100% nautique sur le stand de la Tunisie au Salon nautique international de Paris et Porte de Versailles. Aujourd'hui, on aborde le domaine le plus d'actualité, le plus tendance du nautisme, les bateaux qui volent, les bateaux à foil, avec deux personnes très concernées. À ma droite, Thierry Verneuil, qui est le président du conseil d'administration de l'École nationale de voile et également président de BIC Sport, une grande marque emblématique du domaine de la glisse, et à ma gauche Alex Hudin, qui est le président fondateur de Flying Phantom. On va nous parler de ces bateaux, des bateaux qui volent. Alors déjà deux mots, l'École nationale de voile, c'est une structure presque historique, elle a une vraie histoire. Alors oui, elle a été créée par De Gaulle à l'époque avec Herzog dans les années 70, donc c'est un monument de l'histoire du sport français. C'est une des 4 établissements publics français. Donc il y a l'école à Chamonix, l'école de la montagne. Il y a le Cadre Noir à Saumur et on a l'INSEP pour les sports collectifs à Paris. Donc c'est un des monuments des établissements publics français où on y fait de la voile, mais on y fait maintenant aussi transversalement tous les sports. Il y a des kites à foil qui naviguent à l'École nationale de voile. Il y a du surf, c'est un pôle d'excellence surf. Et les résultats des jeunes champions français, on a été vice-champion du monde en surf pour les équipes juniors grâce aux formations qui ont été faites à l'école. Donc l'ENV, l'École nationale de voile, est basée à Quiberon, il faut le rappeler, donc dans le Morbihan, et vous êtes là aujourd'hui pour nous raconter que vous avez un peu bouleversé avec d'autres la tendance vers les bateaux qui volent. En gros, c'est la grosse évolution. Alors oui, on n'a pas bouleversé la tendance elle était là, on l'accompagne, on va essayer d'en faire un pôle d'excellence dans la baie de Quiberon. On a un terrain de jeu qui est la baie de Quiberon, qui est un terrain de jeu absolument magnifique pour les bateaux qui volent. On a des conditions parfaites pour faire naviguer des équipages dans toutes sortes de conditions, soit des eaux plates, du clapot, etc. Donc c'est un plan d'eau qui se prête particulièrement au développement de cette pratique. Et vous êtes venu avec. C'est pas pour rien que Camas s'installe là-bas. Et vous êtes venu avec Alex Hudin, donc fondateur de Flying Phantom, parce qu'il a des bateaux appropriés pour ce type de navigation, n'est-ce pas Alex? Oui, en fait. Effectivement, donc on développe un bateau qui s'appelle le Flying Phantom, qui est le premier catamaran volant de série au monde. Et donc on est en train de construire avec l'aide de Big Sport, de l'ENV, un beau pôle d'entraînement notamment pour les jeunes à l'ENV. Donc pour nous c'est vraiment une super opportunité d'amener des nouvelles personnes à la voile et de s'orienter vers une voile de demain, mais pas seulement pour les propriétaires, mais aussi pour des jeunes qui veulent se mettre à la voile ou qui veulent faire de la compétition. Donc Flying Phantom, c'est une boîte très récente, 2 ans. Ouais, déjà 80 bateaux, c'est colossal. Oui, écoutez, c'est en train de devenir un beau succès, même si c'est pas un milieu qui est facile tous les jours, mais on est très content de la manière dont ça se développe. C'est une société qui vend beaucoup à l'étranger aussi, donc on fait jusqu'à 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, donc pour une boîte française, on est assez fiers entre guillemets, du succès que le bateau a depuis 2 ans. Thierry, donc juste l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi de parler un peu de l'actualité. On sait que Franck Camas, qui est un grand navigateur, a eu un accident, un grave accident. Aujourd'hui, ça va mieux, on est un peu rassuré, mais même s'il a de longs mois de rééducation, ça reste, les bateaux qui volent, quand même un sport à risque. Il faut quand même l'évoquer. Oui, comme tout ce qui va vite, alors ça va vite sur l'eau, donc ce qui va vite à terre ou vite sur l'eau, ça peut avoir des caractères de dangerosité. Bon, on va prendre, nous, les précautions. Alors, à l'École nationale de voile, on a un grand projet de détection qu'on a mené parallèlement avec la Fédération française de voile sur des jeunes. Donc, il est hors de question de faire naviguer ces jeunes dans des conditions de dangerosité importantes. Donc, on est en train de mettre en place des procédures qui vont permettre justement d'essayer au moins d'éviter ce type d'accident. Donc, on va être bien armé pour éviter qu'il y ait d'autres accidents. Ce qui est arrivé à Franck aurait pu arriver sur un bateau classique, je pense. Donc justement, on raconte un peu comment ça se passe quand on navigue sur ce type de bateau. On a des casques, on a des tenues particulières, il faut vraiment avoir des protections. Oui, alors je pense que comme le dit Thierry,
qui est effectivement différent par rapport à notre bateau, c'est juste la nervosité et puis la vitesse. C'est-à-dire que comme le bateau va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus nerveux. Et puis en cas de crash, c'est comme une voiture de course. Plus on va vite, plus le crash est violent. Maintenant, je pense que ça demande certaines précautions et puis ça demande à être bien encadré. Mais je pense que malheureusement, l'accident qui est arrivé à Franck Camas aurait pu arriver sur un autre bateau. Après, il y a un concours de circonstances qui fait que bon, il n'a pas eu de chance et il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc, pourtant, c'est quelqu'un d'habitude très prudent. Et donc, bon, c'est un accident, je suis sûr qu'il va s'en remettre très rapidement. Beaucoup de grands navigateurs sont venus naviguer sur les Flying Phantom. Hein. Vous avez quand même une liste assez impressionnante. Oui, on a déjà eu la chance d'avoir justement Franck Camas qui nous a aidé à développer le bateau avec toute son équipe. François Gabard. Et après, donc, il y a François Gabard, il y a des gens de la Coupe d'Amérique, que ce soit Jimmy Spitty d'Oracle ou Tom Slingsby, les barreurs d'Artemis, Nathan Outridge et bien d'autres, Loïc Perron. On a beaucoup de chance d'avoir ces gens-là qui viennent naviguer sur nos bateaux. Merci super. Alex, on va terminer juste avec vous Thierry. Donc Big Sport, ça marche bien, on peut rappeler quand même que c'est une entreprise française, installée en France. Oui, donc, installée dans le territoire du Morbihan. Dans le Morbihan, département 40 ans. s'il en est. Et donc entre Quiberon, Big Sport, vous êtes déjà assez occupé j'imagine, mais le nautisme se porte bien en ce moment, il y a une vraie émulation. Oui, il y a plein de choses nouvelles qui se passent, heureusement que les gens comme Alex ont amené ce type de support pour la voile légère. Je pense que c'est une évolution logique, c'est une évolution que les jeunes navigateurs attendent. Ils ont envie de voler aujourd'hui, si on ne leur donne pas les conditions pour voler, ils sont plutôt frustrés. Donc on est passé dans une nouvelle ère, mais pas uniquement dans la voile légère. Je pense que vous regardez en kite aujourd'hui, en kitesurf, tout le monde met des foils sur ses kitesurf aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la planche à voile par 8 nœuds avec un foil et on va à 20 nœuds, c'est pareil. Je vous propose de partir tout de suite sur une animation du Nautique de Paris 2015. C'est parti. Le Massif Centre de Voile et Massif Prévention sont partenaires avec le Nautique de Paris depuis une dizaine d'années. Alors, la Massif a prévu de faire différentes animations. La première, c'est les animations sécuritaires avec percussion de radeaux de survie, donc avec la prévention, les gestes à avoir, malheureusement en cas de pépin. On a également percussion de gilet de sauvetage, avec tout ce qui est action de prévention également. On a naviguer avec la Massif, donc qui va donner l'occasion à des jeunes régatiers qui voudraient essayer des petits supports de voile légère sur le bassin, donc où ils vont régater pendant une dizaine de minutes pour se familiariser avec le support. Et puis les 10 minutes suivantes, il y a une régate qui est organisée, qui va être lancée pour la toute première avec François Gabard, donc qui va donner ses conseils de régatier. Retour au nautique de Paris avec Yvan Bourgneau à mes côtés, un marin qu'on connaît bien. Il vient d'accomplir un exploit mondial, un tour du monde en solitaire en catamaran de sport non habitable. C'est un truc de fou. Donc là, vous êtes au nautique de Paris pour à la fois présenter votre bateau qui est là, pour annoncer des films, des documentaires qui vont passer sur la chaîne Voyage notamment, et qui également, là, vous êtes également là pour nous parler d'un projet à court terme, c'est-à-dire l'été prochain, 2016, un grand moment du nautisme. Voilà, tout à fait. Donc la louloute avec laquelle j'ai fait le premier tour du monde en voilier non habitable pendant près de 20 mois, l'aventure ne s'arrête pas là, même si c'était une première. Le bateau va continuer, il va y avoir le passage du nord-ouest. Donc c'est le fameux passage en fait, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique par le nord du Canada. Tout ça en naviguant évidemment dans les glaçons, dans le brouillard et dans le froid, avec un tout petit bateau, donc à ras de l'eau, sans habitacle. Et voilà, tout ça avec cette fois-ci par contre un équipier à bord. Alors on revient donc sur ce phénoménal tour du monde. Ça reste quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'était exceptionnel dans le sens où toutes les aventures aujourd'hui connues, que ce soit à la rame ou avec des petites embarcations et tout, c'est toujours avec un abri. Quand on part à la montagne, on prend une tente, quand on a toujours une espèce de quelque chose pour se protéger en cas de tempête, de vent, etc. Et là c'était tout le contraire. Quand il y avait la tempête, il fallait que je sois sur le pont, j'affrontais les vagues, les embruns, et donc voilà, il fallait aussi affronter les UV. Hein, mine de rien, j'ai traversé des zones où il y avait 45 degrés à l'ombre. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'ombre sur le bateau, forcément il y avait des insolations assez fortes. Et puis il y a eu des chavirages, il y a eu des échouages, un échouage notamment au Sri Lanka où j'ai quasiment détruit partiellement le bateau. Il a fallu reconstruire, repartir. Donc c'était plein d'imprévus, voilà, et beaucoup d'escales.
avec de belles rencontres aussi. C'était à la fois un défi extrême et un voyage dans lequel j'ai fait des rencontres et aussi avec les animaux marins, quoi. Donc documentaire, je l'ai déjà dit, et surtout livre à paraître. Voilà, il y a le livre Gladiateurs des mers qui sort le 13 janvier chez Flammarion et qui raconte évidemment toute l'aventure. Alors maintenant, on parle de 2017. Là, le projet, c'est aussi un autre tour du monde, à l'envers, contre les courants et les vents dominants. Voilà, tout à fait. Donc sur la Terre, c'est simple, le vent il tourne toujours dans le même sens. Et évidemment, tous ces trophées Jules Verne, comme ils sont en train de faire en ce moment, toutes les courses autour du monde, le Vendée Globe, tout ça, ça tourne toujours dans le même sens. L'idée, c'est d'aller contre les vents, donc une navigation au près, beaucoup plus de milles à parcourir et physiquement un engagement plus fort. Cette fois-ci, par contre, ça sera sur un maxi multicoque de 23-24 mètres de long et départ prévu à l'automne 2017. Et là, ça fait un joli programme. 2 mots sur le nautique, ça reste pour vous un moment de convivialité, de rencontre? Voilà, c'est un peu la 3e fois que j'expose au Salon Nautique et que je monte mes bateaux. Je trouve que les skippers professionnels qu'on est, on n'est pas assez présents au contact du public. Et je pense que c'est vraiment un des événements pour ça qui le favorise. J'ai la chance de pouvoir discuter toute la journée avec les gens qui m'ont suivi pendant 2 ans. Et il faut favoriser ce contact. Merci beaucoup Yvan. Tout de suite, on retrouve un autre moment important, une découverte, visite de la Tunisie et sa façade maritime notamment. Le port Pantaoui représente le premier port jardin de la Tunisie et il peut accueillir jusqu'à 340 bateaux. Le longueur de bateau varie de 6 mètres jusqu'à 30 mètres. On a plusieurs activités. On a le transport personne, donc vous pouvez faire de balades en mer. On a un centre de plongée. Le chantier d'aval peut élever un bateau jusqu'à 30 tonnes, 35 tonnes. Surtout, la mer est calme, le golfe est beau. Vous pouvez faire les plongées, vous pouvez faire des balades en mer. C'est calme, c'est doux. C'est l'escale idéale pour passer l'hiver au soleil. Multicoque, sans hésiter, je suis sur un beau Bali 4.0 et voilà, j'hésite pas. En équipage, c'est quand même plus sympa. À voile, soyons écolos. Non, mais en fait j'aime les deux, mais pour le coup, ouais, je me dis que la voile, ça vaut c'est beaucoup plus compliqué peut-être, mais voilà, il y a quand même une poésie que les moteurs n'ont pas quand même. Atlantique ou Pacifique, Pacifique beaucoup plus loin, ça c'est sûr. Je connais très mal le Pacifique, mais alors je dirais l'Atlantique pour la France quand même. Tabarly pour l'homme et Cousteau pour le caméraman, enfin voilà, l'homme qui nous a fait découvrir les fonds des mers. Stand-up paddle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des passionnés, mais je ne comprends pas. Surf, je suis nul. Kitesurf, c'est extrêmement dangereux. Windsurf, c'est assez marrant. Je veux dire, j'aurais aimé avoir le talent d'être un kitesurfer.